Bien, nous abordons la dernière partie de l'exercice. Alors, nous avons pour l'instant étudié l'aspect thermodynamique qui nous disait que la tension minimale à imposer était la différence des potentiels de Nernst entre le potentiel de la réaction associée à l'oxydation la plus facile, c'est-à-dire de potentiel de Nernst le plus faible, et la réaction en réduction la plus facile, associée au potentiel de Nernst le plus élevé, bien sûr, c'est négatif. Donc cette différence qui est ici. Alors, bien évidemment, cette valeur indiquait le potentiel à courant nul. Donc il ne se passe rien. Il faut donc maintenant ajouter encore une différence de potentiel pour permettre la réaction elle-même. C'est la même analogie, ce stylo aurait tendance à tomber, ça c'est la réaction spontanée, je peux, grâce à ma main, le maintenir. Dans ce cas-là, le poids du stylo est équilibré par la réaction de ma main, mais il ne se passe rien. Il faut bien que j'exerce une force supérieure pour permettre au stylo de se déplacer vers le haut et d'aller à l'inverse de la réaction naturelle. Donc maintenant, on vous indique qu'un certain courant I0 circule. Donc le point important, c'est que ce courant I0, eh bien, il est le même, il circule sur l'ensemble du dispositif. Donc, il faut bien, en valeur absolue, imposer la même valeur de courant I0 pour l'oxydation et la valeur opposée au niveau de la réduction. Si on vous avait fourni la courbe, donc là on vous donne directement les surtensions, mais si on vous avait fourni la courbe, il suffisait simplement de mettre les valeurs de I0 et de moins I0 sur l'axe des ordonnées et de reporter sur les courbes pour réussir à trouver les abscisses correspondantes. Donc là, on vous les fournit directement. On vous dit qu'il y a une surtension de 0,6 volts. Attention qu'ici, ce n'est pas une surtension à vide, hein, c'est bien une surtension permettant d'avoir un certain courant. Et dans la réduction, ce courant de moins I0 implique une surtension de moins 0,1 volts. Donc je n'ai pas fait à l'échelle, hein, les échelles ne sont pas respectées, mais c'était pour pouvoir bien tout visualiser. Et donc finalement, la différence de potentiel à imposer, c'est la différence de potentiel thermodynamique à laquelle vous ajoutez la surtension anodique, vous retranchez la surtension cathodique qui est négative et vous obtenez la tension imposée. Donc la valeur thermodynamique plus le 0,6 moins 0,1, c'est pas la peine de se poser des questions existentielles sur les signes, hein. C'est une électrolyse, ça va coûter donc à chaque fois, ça va rajouter. Alors, ceci, c'est l'aspect chimique. Ça signifie en fait que vous aurez une certaine... donc, le générateur de différence de potentiel E devrait permettre d'inverser et de réaliser la réaction chimique. Mais simplement, cet électrolyseur, en plus d'avoir une force contre-électromotrice, a une certaine résistance, car la conductivité, par exemple, de la solution aqueuse n'est pas infinie. Il y a aussi des contacts, etc. Bon, les électrodes sont des métaux qui conduisent très bien le courant, mais au moins au niveau des jonctions et au moins au niveau de la solution, vous n'avez pas une excellente conductivité, ce qui fait que cela crée une résistance de la cellule. Donc finalement, la tension que le générateur doit imposer, c'est la différence de potentiel entre guillemets chimie associée à cette représentation-là, auquel vous ajoutez la différence de potentiel associée à la chute ohmique. Donc le UR dont on vous parle dans les pensées, c'est forcément la chute ohmique. Bon, l'indication venait certainement de l'indice R comme résistance. Donc au final, ce que vous devez imposer, c'est la différence de potentiel en chimie plus la chute ohmique. C'est forcément un coût, d'accord? Et vous arrivez à une tension, disons, de l'ordre de 2 volts pour simplifier. On peut noter, c'est une des dernières questions de l'exercice, que si on augmente le courant, ce n'est pas forcément intéressant, car si on augmente ce courant, la tension UR est proportionnelle au courant, et donc si vous augmentez le courant, vous aurez une dissipation plus importante par effet Joule. Donc pour une même quantité de nickel formé, vous aurez un coût plus important. Donc il y a toujours un compromis à trouver entre une certaine tension que vous imposez pour avoir un courant suffisant et puis un courant qui ne va pas faire un effet Joule trop important.
Alors maintenant, on passe à la masse de nickel qui va se déposer. La méthode est toujours la même pour trouver la masse de nickel. Vous allez avoir, vous dites que la charge qui a transféré, donc Q majuscule, c'est la charge totale qui a été débitée par le générateur de tension. C'est en supposant que les grandeurs sont uniformes dans le temps, le courant I0 de 1,8 A fois la durée de l'expérience. Ça, c'est si vous mettez un ampère-mètre, donc c'est la vision au niveau électrique, mais du point de vue chimique, cette charge, elle est associée à une circulation d'électrons, donc vous pouvez tout aussi bien dire que la charge, c'est le nombre de moles d'électrons fois la constante de Faraday, qui est la charge d'une mole d'électrons. Pour terminer, on ne se trompe pas, pour trouver la relation entre le nombre d'électrons et le nombre d'entités nickel, il ne faut pas se tromper sur la position du facteur 2. D'après cette équation, vous voyez que pour 2 électrons qui ont circulé, un nickel est formé. Donc il y a plus d'électrons qui circulent que de nickel formé. Donc le nombre d'électrons, c'est bien 2 fois le nombre de nickel formé, nombre de moles de nickel formé. Ensuite, c'est assez simple, on fait apparaître la masse grâce à la masse molaire et on en déduit la masse. Attention pour l'application numérique, I0 en ampères, T, pensez bien à remettre en secondes, c'est souvent donné en heures par exemple. Donc là, ça vous fera des coulants qui vont se simplifier avec les coulants de la constante de Faraday. Le plus simple ici pour la masse en nickel, c'est de laisser en grammes par mol, et comme ça, vous avez directement la réponse en grammes. Alors, ceci est le rendement optimal, enfin pardon, la masse optimale de nickel formé, parce que j'ai fait une hypothèse forte ici, c'est que ici, quand j'ai fait cet calcul-là, bon, ça paraît évident d'après cette demi-équation, mais je suppose que tous les électrons qui ont circulé ont servi à former du nickel solide. J'imagine que tous les électrons qui arrivent, qui sont comptés par l'ampère-mètre, d'accord ? Cette valeur est certaine, l'ampère-mètre les compte, à sa précision près, la valeur est certaine, mais en revanche, une fois que les électrons sont passés à travers l'ampère-mètre et qu'il les compte, rien ne dit qu'ils servent forcément à faire du nickel. Et en fait, c'est justement le problème, parce que si on reprend cette courbe, on voit que la courbe que, en fait, suite à la réaction Ni2+ en Ni, peut démarrer assez rapidement la réaction H+ en H2. Et on le voit sur la courbe, que j'ai fait de façon un peu qualitative, mais il y a certainement une partie des électrons qui contribuent à la réaction H+ en H2. Et c'est pour cela que sur l'ensemble des électrons, eh bien, vous en avez une partie qui vont servir, pas à la réaction qui vous intéresse, mais à une autre réaction. Et certainement, une indication qu'aurait pu donner l'énoncé, c'est que peut-être on observe ici un léger dégagement gazeux qui se produit associé à la formation du dihydrogène. Donc ensuite, ce qu'il suffit de faire à la fin, c'est que vous prenez votre plaque de fer recouverte de nickel, vous la pesez au début et à la fin, vous vous rendez compte que la masse de nickel réellement déposée sur le fer est inférieure à 2 grammes, vous faites la masse réellement mesurée sur la masse théorique, et vous trouvez que la proportion des électrons qui vont réellement former du nickel est de l'ordre de 90%. Alors, ça nous amène un petit peu aux dernières questions, mais pour les courbes qui étaient fournies, vous voyez que la courbe, on vous les fournissait les courbes, mais on a finalement réussi à les construire par nous-mêmes. Donc, pas trop d'erreurs possibles sur ces courbes. De toute façon, en oxydation, il n'y avait qu'une courbe possible. Et on a une courbe qui est sans palier de diffusion. Donc, bien sûr, ça nous invite à penser au solvant. En réduction, cette première courbe qui correspond bien au potentiel de Nernst, c'est forcément celle de Ni2+ Ni. D'autre part, pour la vérifier, il y a un palier de diffusion classique pour une espèce autre que l'eau dans la solution. Donc cette courbe qui correspondait bien sur le potentiel à celle de Ni2+ Ni avec un palier de diffusion, bien sûr Ni2+ Ni, et ensuite le démarrage de H+ en H2. Donc dernier point, on avait déjà vu qu'il n'était pas forcément intéressant d'avoir un courant trop important, ce qui allait augmenter l'effet Joule. Une autre raison qui n'est pas forcément intéressante
qui fait qu'il n'est pas forcément intéressant d'avoir un courant trop important, c'est que si vous augmentez le courant, enfin pour avoir un courant plus grand, vous allez être obligé d'avoir une différence de potentiel plus grande. Donc si vous augmentez la différence de potentiel, certes le courant sera plus grand, donc vous formerez plus rapidement les espèces, mais le problème c'est que tout ce que vous allez former en plus, hein, si vous décalez la courbe par ici, ben, c'est surtout du dihydrogène qui ne vous intéresse pas a priori pour cette expérience-là. Voilà, donc deux raisons. Alors, il y a un compromis à trouver, comme je le disais tout à l'heure, un courant suffisant pour que la réaction ne prenne pas une éternité, et un courant raisonnable, de telle façon que la surtension, que la tension associée à la chute ohmique de la résistance de cellules ne soit pas trop grande, et deuxième point, un courant qui évite le démarrage de réactions non désirées. Voilà pour cet exercice. Alors, le seul point dont ne parlait pas cet exercice, il était un peu simplifié cet exercice, car il n'évoquait pas trop les questions de surtension à vide. Et là, c'est un point à faire attention. Il peut arriver que vous trouvez un résultat sur les potentiels de Nernst au niveau thermodynamique, une certaine position des potentiels de Nernst au niveau thermodynamique. Je donne un exemple très simple. On avait trouvé ces potentiels de Nernst pour les potentiels thermodynamiques, nous indiquons que la réaction Ni2+ en Ni démarrait plus facilement, mais imaginons, ce n'est bien sûr pas le cas ici, imaginons que la réaction de réduction du nickel soit limitée, enfin, soit compliquée cinétiquement, on aurait pu très bien avoir une surtension à vide cathodique forte pour Ni2+ Ni, et en fait le nickel, la réduction du nickel aurait été impossible. Donc faites bien attention dans des sujets un peu plus techniques, l'étude est toujours la même, on commence par l'étude thermodynamique sur les potentiels de Nernst, et si la réaction observée n'est pas celle que vous prédisez par l'étude thermodynamique, c'est sans doute dû à une inversion, dû à une surtension à vide. Voilà, donc, ce qui complète éventuellement cet exercice, qui est déjà un bon exercice de base sur les réactions, les électrolyses, qui est assez complet et qui fait apparaître un nombre important de notions.